et merci d'être avec nous ce soir pour ce festival consacré au corps dans la littérature. Vous êtes romancière, vous avez publié 5 romans et quelques nouvelles. Vos romans sont édités chez Flammarion et Actes Sud. Vous êtes aussi chanteuse, musicienne. Vous avez signé 2 albums chez Harmonia Mundi dont vous avez écrit les textes. L'écriture et la musique dialoguent aussi au sein de votre œuvre, puisque vous avez proposé par exemple un concert lecture à partir de votre roman, La petite communiste qui ne souriait jamais. Écrivain, musicienne, mais peut-être danseuse avant tout, vous pratiquez la danse classique à haut niveau depuis votre enfance. Vous vous destinez d'ailleurs à devenir danseuse professionnelle et je crois que vous dansez toujours. Autrement dit, avec la danse, la musique, l'écriture, on a l'impression à première vue que le corps est au centre de votre démarche créative. Alors, si l'on a intitulé la rencontre de ce soir « Corps féminin, corps politique », c'est tout d'abord parce que le corps des femmes, et plus précisément celui des jeunes filles et des jeunes femmes, semble être au centre de votre œuvre. Dans votre premier roman, Une fièvre impossible à négocier, le personnage de Landra est violé par un homme insoupçonnable. Dans Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce, les 2 personnages principaux, Émilienne et la narratrice, se sont rencontrés et ont fondé leur amitié sur un viol commun. Ils se rencontrent dans un groupe de parole. Puis, au début du roman, le cœur d'Émilienne cesse de battre. Dans La petite communiste qui ne souriait jamais, la gymnaste star Nadia Comaneci, personne réelle que vous traitez comme un personnage de fiction, est saisie des Jeux Olympiques de Montréal en 1976, à l'exil aux États-Unis en revenant à son recrutement. Enfin, dans votre dernier roman, Merci Mary Patty, Patricia Hearst, personne réelle aussi, jeune fille de la grande bourgeoisie, est enlevée par un groupuscule révolutionnaire dont elle va épouser la cause. Sans oublier d'autres personnages, comme par exemple les patineuses adolescentes de la nouvelle Veuve de personne. Alors le corps est violé, souffrant, à l'épreuve de la discipline sportive, il est kidnappé aussi parfois. Est-ce qu'on peut dire que le corps des jeunes femmes, c'est votre grand sujet ? Oui. Oui, c'est sûr. Mais je ne sais pas si je séparerais le corps et les jeunes femmes. Parce que l'adolescence prolongée est mon grand sujet, je pense, aussi. Et effectivement, les jeunes femmes sont au centre de ces 5 romans, même si y a des femmes plus âgées dans Merci Mary Patty. Et évidemment, quand on parle de femmes, on parle de corps. En tout cas, pour moi, c'est une évidence que, pour le meilleur et pour le pire, puisque vous avez parlé des 2 romans où il est question de viol. Donc, j'aime pas l'idée que, effectivement, parler du corps des femmes, c'est passer obligatoirement par écrire les violences, mais en même temps, si. Et en fait, vous avez parlé de corps souffrant, c'est vrai, mais moi je pense que c'est pas que ça, c'est-à-dire que l'affrontement à la discipline de la gymnaste, par exemple, il y a une sorte de jubilation, il y a une sorte de puissance et vraiment de jubilation de ce qui est créé à partir du mouvement. Donc pour moi, c'est pas forcément que de la souffrance, pour elle en tout cas. Alors vous dites que vous vous intéressez à l'état de l'adolescence prolongée. Et c'est vrai que si on prend par exemple les premières lignes de Merci Mary Patty, ces premières lignes jouent presque un rôle de préface. Vous écrivez les jeunes filles qui disparaissent, vous écrivez ces absentes qui prennent le large et l'embrassent sans en trier le contenu, et l'usent leur esprit fermé aux adultes. Vous interrogez notre désir brutal de les ramener à notre raison. Vous écrivez la rage de celles qui, le soir, depuis leur chambre d'enfant, rêvent aux échappées victorieuses. Elles monteront à bord d'autocars brinque-ballants, de trains et de voitures d'inconnus. Elles fuiront la route pour la rocaille. Et puis, les derniers mots du roman, on a l'idée que le cours dispensé par Jim Leneva est interdit aux adultes. Ouais.
Lola Lafont, vous écrivez pour les adultes. Enfin, ce qui est drôle, c'est que j'ai jamais écrit pour la jeunesse, en fait, et qu'on me le propose et que je n'arrive pas du tout à le faire, parce que, au fond, j'écris sans doute pour les adultes qui ne s'y font pas, quoi. Et donc, c'est quand même des adultes. C'est même typiquement des adultes. Ce qui m'intéresse, effectivement, c'est la sensation de ne pas être à sa place. Donc, ça passe aussi par cette notion d'adolescence prolongée, enfin, de comment on trouve sa place et surtout, est-ce qu'il y en a une vraiment? Est-ce que c'est important d'en trouver une? Alors, pour vous intéresser donc, à cette adolescence prolongée, est-ce qu'il y a d'autres moments vécus par le corps féminin, d'autres passages qui pourraient vous intéresser aussi? Parce qu'avec, dans le dernier roman, on a quand même, en effet, des personnages qui vieillissent, des personnages qui ont différents âges. Mais oui, parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qui n'a pas de... C'est les passages, donc tout m'intéresse, mais on pourrait dire que le vieillissement, c'est une adolescence aussi à l'envers, c'est-à-dire c'est un changement, pas brutal, mais en tout cas, c'est quelque chose c'est un changement, et je ne parle pas de physiologie, mais ce qui m'intéresse, c'est le changement du regard. Donc, effectivement, le fait, bon alors c'est un peu banal de dire ça, mais enfin on va partir de là, c'est que si par exemple pour la gymnaste dans la petite communiste, elle a vraiment une date de péremption, très clairement, à partir de 16 ans, 18 ans, elle est fichue, et elle le sait, et elle et son entraîneur créent le modèle qui va mettre fin à son rêve, c'est-à-dire ils créent les bébés gymnastes. Et donc c'est eux qui créent leur propre mort finalement. Mais elle a une date de péremption sportive, mais de toute façon, effectivement, le corps des femmes arrive sur le marché avec une date de péremption qui est clairement décrétée en fait. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe après. Est-ce que c'est un espace formidable finalement d'avoir dépassé la date de péremption? Est-ce que ce ne serait pas formidable? Alors, c'est drôle parce que vous parlez de date de péremption, vous parlez de marché, et en effet, les personnages de vos romans sont des personnages qui se confrontent en permanence à l'ordre social. Landra rejoint les Étoiles Noires Express, un groupe d'activistes d'extrême gauche, altermondialistes. Beaucoup de vos personnages vivent dans une forme de marginalité par rapport au travail, parfois à la légalité. Nadia Comaneci, qui fait rêver l'Occident, est une émanation, une pure création du régime de Ceausescu. Et Patricia Hearst embrasse la cause du groupe révolutionnaire qui la kidnappe. Alors du coup, quel est le rapport en fait entre le corps de ces femmes et l'ordre politique dans lequel elles sont? C'est beaucoup de femmes différentes en fait. Leur rapport, oui c'est difficile parce qu'elles sont toutes très très différentes. Dans mon premier roman, Landra qui rejoint ce qu'on appelle, on va dire les autonomes, les groupes du Black Bloc, les rejoint et finalement c'est à travers une action physique très radicale qu'elle accède à une sorte de reconstruction. Donc clairement, après le viol, il n'y a pas de mots qui peuvent être posés sur ce qui s'est passé. Pour elle, il n'y a pas de mots. Et donc ce qui reconstruit, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui prend la tour, qui prend une sorte d'apparence politique, mais qui est avant tout un mouvement, parce que c'est pas du tout, elle n'est pas dans un lieu politique au sens classique. C'est un groupe qui agit, c'est des activistes, donc ce qui compte, c'est d'être en mouvement. Pour les autres qui sont dans, j'essaye de faire une sorte de lien, mais les personnages de Deux sages me consolent qui vivent effectivement dans un questionnement du travail, qui rencontrent effectivement, qui passent dans des squats, un petit peu comme dans le troisième roman. Ben,
je sais pas finalement si le rapport au corps, c'est difficile, je me souviens pas. Le rapport au corps est évoqué principalement par la danse dans le troisième roman. Donc je ne sais pas si c'est un vrai rapport, c'est-à-dire que c'est une ancienne danseuse, c'est quelqu'un qui ne danse plus, donc qui a subi un viol et ça a mis fin au mouvement. Et elle, il faut qu'elle retrouve une sorte de geste qu'elle ne trouve pas et qui va être un petit peu comme une princesse charmante qui passe par là. Un des personnages de Nous sommes les oiseaux et la petite fille au bout du chemin qui va venir redéclencher le mouvement. Et là aussi, le mouvement, c'est quelque chose à la fois politique, puisqu'elles vont faire plein de choses, je ne vais pas tout raconter, mais finalement, ça termine dans un Paris un peu en émeute. Et la renaissance du corps passe par, de nouveau, une sorte de mouvement politique. Je me questionne sur Patricia Hearst, parce que là c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que c'est une jeune fille dont le corps est kidnappé, ça c'est incontestable, ça commence donc par une privation de liberté, et c'est la privation de liberté qui peut-être, parce que c'est pas sûr du tout, va l'amener vers un espace de liberté. Et moi c'est ce qui m'a, dans Merci Marie Paty, donc c'est une sorte de parenthèse que je dis, mais c'est ce qui m'a, quand j'ai découvert l'existence de Marie et de Mercy, c'est-à-dire des jeunes filles du XVIIIe et du XIXe siècle qui avaient été enlevées aux États-Unis sur la côte Est par des natifs américains et qui avaient décidé de ne jamais retourner dans leur famille. Quand j'ai découvert cette histoire-là, j'étais dans une université américaine, j'étais en résidence, et ce qui m'avait choqué, mais vraiment choqué, c'est que le titre de la thèse que j'ai trouvé était La liberté dans la captivité. Et qu'à partir de là, le roman s'est bâti là-dessus, c'est-à-dire sur l'espace de liberté dans la captivité. Et en fait, le titre est un peu... ça va être difficile de commencer par là, surtout pour les femmes, parce qu'on dirait... Enfin, c'est un peu étrange. Et pourtant, ça s'expliquait de façon très, très concrète. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une idée, c'est-à-dire que oui, ces femmes-là étaient plus libres quand elles étaient captives, parce que, là je parle des femmes du XVIIIe et du XIXe siècle, quand elles ont été enlevées par les natifs américains, ils les ont sorties de leur maison. Ils les ont mis dehors. Donc comme elles ne sortaient jamais, il y avait réellement un espace de liberté, et aussi, ils leur ont appris des gestes. C'est-à-dire qu'elles ont appris à construire des choses, elles ont appris à faire du feu, elles ont appris à recharger une arme, etc. Et donc, effectivement, captive, mais détentrice d'un savoir, et puis tout simplement en dehors de la maison. Et pour les femmes, les 4 murs d'une maison sont très souvent une captivité choisie, ou voilà, ça, en tout cas, l'espace intime pour une femme, et j'allais dire rarement, en étant optimiste, pas souvent peut-être, un espace de liberté. Alors on sent bien ce mouvement contradictoire, hein, c'est-à-dire le corps des femmes est contrôlé par la société, avec un regard extrêmement coercitif, et en même temps les femmes trouvent une forme de liberté à l'intérieur de ces ordres politiques, en fait. Du coup, finalement, parler du corps des femmes, mettre le corps des femmes comme ça au centre de vos romans, est-ce que c'est pour vous un acte politique? Est-ce que c'est pour vous lutter contre le fascisme, le capitalisme? Non. Enfin non. J'écris pas pour ça. En fait, je peux pas imaginer d'instrumentaliser l'écriture ou d'en faire quelque chose qui serve. Enfin, c'est pas du tout comme ça que je vois les choses. J'écris depuis ma place, et il se trouve que ma place est celle d'une femme aujourd'hui, et que donc j'écris avec ce que j'ai vécu, ce que j'ai pu penser, ce que j'ai lu, et que voilà, ça passe par là. Mais la fiction, pour moi, n'a pas un but. C'est pas un tract, quoi. Et donc, je ne me dis jamais, et pour moi ce sera un vrai dévoiement, je vais créer un personnage parce qu'il faut absolument que je parle de ça.
Non, sinon je ferais un essai, ce serait formidable, je parlerais de tas de choses. J'écris des choses qui peut-être m'ont manqué comme lectrice ou qui sont là parce qu'elles sont là, ou voilà. Mais non, ça m'embêterait. De la même façon que j'ai beaucoup de mal avec l'idée, par exemple, qu'on fasse, quand on parle souvent de littérature comme si c'était une thérapie. Enfin, d'ailleurs, c'est un truc qu'on réserve aux femmes, c'est-à-dire, vous avez une auteure qui sort un livre où il est question, je ne sais pas, de viol, mais c'est quand même une œuvre littéraire. Et tout de suite, on le ramène un petit peu ah, ça lui a fait du bien de l'écrire. Ben non, elle a écrit parce qu'elle écrit, en fait. Elle a écrit parce qu'elle écrit. Alors peut-être que justement, après le corps des personnages, on pourrait s'intéresser au corps du texte lui-même. Vos romans ne se présentent pas comme des narrations uniformes à la troisième personne. Vous aimez faire entendre des voix, vous aimez donner la voix à des personnages. Les personnages ont besoin de s'adresser à d'autres. Dans une fièvre impossible à négocier, Landra s'adresse à l'homme insoupçonnable qui l'a violé. Dans Deux sages et une console, Emilina prend à partie les autres personnages et les lecteurs. Dans La petite communiste, on lit un échange de mails entre Nadia Comaneci adulte et la narratrice qui se documente sur elle. Et ce dialogue devient une véritable polyphonie dans Merci Mary Patty, puisque là, vous puisez dans les enregistrements audio de Patricia Hearst, que vous retranscrivez, donc on entend la voix en fait, de Patricia Hearst, et puis on a une deuxième voix qui se fait entendre, celle de la narratrice, qui est entre guillemets, je mets des guillemets, disciple de Violaine, qui est elle-même entre guillemets assistante de Jim Menela, à qui elle s'adresse. Donc voilà, une forme dialogique encore plus complexe que dans les romans précédents. Alors j'aurais envie de vous demander pourquoi ce besoin en fait du dialogue en fait, aussi présent dans votre écriture. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais c'est difficile de dire pourquoi on a besoin de... Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai, enfin voilà, il y a du dialogue et... Oui, il y a du dialogue, il y a surtout, effectivement, il y a du dialogue, il y a de l'adresse. Comme vous l'avez dit, les romans, dans chacun de ces romans, il y a une adresse, souvent. De ça, je me console, elle s'adresse à l'Italienne qui a disparu. Effectivement, il y a souvent une adresse. Et alors, ça rebondit un petit peu sur la question précédente. C'est très important ce qu'on dit dans un roman, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont on le dit, en fait. C'est ce qui peut vraiment représenter pour moi un vrai parcours au moment où j'écris, c'est comment on raconte maintenant. Enfin, c'est-à-dire, moi, je trouve ça formidable de raconter comme ça a déjà été raconté 1000 fois. C'est très, très intéressant, mais je n'y arrive pas toujours jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment, si on imagine que la littérature ou un roman, c'est comme une scène, je vais revenir à la danse, qu'on traverse, si vous voulez, par exemple, la danse classique, tout le monde, en classique, tout le monde est de face, à la limite, on a un peu de profil, et donc on traverse la scène comme ça, un peu en diagonale, comme ça, mais c'est tout. Dans la danse moderne et dans le contemporain, on invente que l'espace peut être traversé d'une toute autre façon, et du coup, le corps du danseur est vu d'une autre façon. C'est-à-dire ce que la danse classique laissait voir, c'était soit la position ouverte comme ça, mais il y a des positions qui ne sont pas très belles en classique, complètement de profil, donc on ne les montre pas. Tout ça pour dire que pour moi, dans une fiction, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si je déplace la narration à certains endroits, c'est-à-dire si le narrateur, la narratrice se déplace, ça m'ouvre des vues sur les personnages qui ne sont pas les mêmes que si j'étais toujours à la même place. Et c'est une vraie contrainte aussi de rester toujours à la même place, que j'aime bien. Que par exemple, je suis en train d'écrire un livre qui est, à mon avis, beaucoup plus classique. Si jusqu'au bout je tiens ce truc.
Mais le dialogue, vous avez parlé de polyphonie sur Merci Marie Patti. Le vrai truc compliqué, c'était que pas une voix ne dépasse. C'est-à-dire que les trois femmes, que ce soit la narratrice, que ce soit la jeune fille Violaine, que ce soit Jean Neveva, que ce soit Patricia, doivent avoir le même son. Si c'était un chœur, ça serait vraiment un chœur sans lead. C'est-à-dire les voix ont la même importance. Il n'y a pas de second rôle. Donc voilà, c'est un jeu avec l'importance des personnages. Donc finalement, ce serait, si je vous suis bien, cette idée que le dialogisme qui est à l'œuvre vous permet en fait de proposer, c'est une question de point de vue en fait, oui, sur finalement ce mystère qui est oui. Patricia Hearst et ce qui a pu... Ah pour elle, oui. Voilà. C'est-à-dire qu'elle, il y a quelque chose de très particulier. Au moment où j'ai compris que ça m'intéressait, bon, évidemment je lis et je me dis, bon, alors là, on est vraiment typiquement dans une histoire où il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité, puis c'est l'histoire d'un cerveau humain. C'est-à-dire, est-ce qu'on se convertit à une cause, ou qu'est-ce que c'est le libre arbitre? Est-ce que vraiment, au moment où elle y va complètement de son plein gré ou pas? Qu'est-ce qui nous appartient complètement dans ce qu'on est? Qu'est-ce qui nous constitue et qu'on a vraiment décidé, etc. On ne peut pas du tout répondre à ça. Donc, à ce moment, comme je sais qu'il n'y a pas de vérité, il faut qu'elle soit comme un kaléidoscope, c'est-à-dire il faut vraiment qu'elle soit reflétée de beaucoup de façons, parce que le principe n'est pas de trouver une bonne version, ni d'apporter une réponse. J'ai vraiment un rejet des romans qui apportent des réponses. Ne me donnez pas de réponse. C'est pour ça que je n'arrive pas à lire des polars, peut-être. Je ne veux pas savoir qui est le coupable. Oui, alors du coup, cette question du dialogue, de ces voix en fait que vous nous donnez à lire, à entendre, rejoignent aussi une évolution en fait, il me semble, dans la façon dont vous menez la narration, en fait. Puisque dans vos trois premiers romans, vos trois premiers romans sont écrits à la première personne. La narratrice est toujours une jeune femme, avec en effet une forme qui peut prendre la forme du roman, du journal, etc. Et puis, à partir de La Petite Communiste, vous vous intéressez à des femmes qui ont vraiment existé. Vous leur donnez la parole, vous faites entendre leur voix réelle, fictive, et donc on assiste aussi à un dédoublement des instances entre le personnage et le narrateur. Dédoublement qui a ses prémices en fait dans Deux sages et une console, puisqu'on a déjà deux personnages dont l'un devient narrateur et l'autre reste personnage. Donc il y a ce premier dédoublement qui se fait beaucoup plus net en fait dans La Petite Communiste. Et dans votre dernier roman, donc, on a plus qu'un dédoublement, puisqu'en fait, on a un dédoublement des instances en cascade, puisque Jean Neneva, l'universitaire américaine qui enquête sur Patricia Hearst, dont on lit les retranscriptions audio, embauche une jeune assistante française qui elle-même aura une sorte de disciple. Et c'est cette dernière jeune fille qui, par un effet de boucle, va s'adresser à Jean Neneva et qui va écrire le roman que l'on lit. Alors du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette évolution, de ce dédoublement comme ça des instances narratives? Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas écrire toujours le même livre. Je crois qu'il y a l'illusion à chaque roman de faire autre chose, alors qu'en fait, évidemment, on continue à creuser. On se rend compte au bout de 5 ou 6 romans qu'en fait, on va creuser quelque chose, et c'est peut-être bien, enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, il faut renoncer à l'idée que je sais pas, je pense que même si je faisais un roman sur les glaciers et des pêcheurs, il y aurait probablement une danseuse qui débarquerait, sans doute, je ne sais pas, c'est terrible, mais c'est comme ça. Donc, enfin, ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est pas tant, au bout d'un moment, je me rends compte, au bout de plusieurs mois d'écriture, je me rends toujours compte que
oui, l'histoire m'intéresse énormément, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'examiner qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui est ressenti, qu'est-ce qui n'est pas dit, de tous les côtés. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qui ne peut pas se dire dans les personnages. Et donc évidemment, il faut rajouter souvent quelqu'un dans ces cas-là. Quand vous avez deux personnages, déjà vous êtes obligé de l'examiner d'un peu plus loin. Ce qui m'intéresse aussi, alors c'est une sorte de choses un peu personnelles, mais mon père était spécialiste de Diderot, 18e. Voilà, c'est ma psychanalyse en direct. Et je pense vraiment que mon éducation au roman français, elle passe par le 18e, elle passe par... c'est tout à fait normal pour moi, en fait, que le roman soit un peu malmené, le roman, on va dire, classique. J'aime bien l'idée, mais j'aime aussi les films comme ça. Je veux dire, j'aime bien, j'adore voir un film qui multiplie les points de vue, j'adore, voilà, c'est quelque chose que je trouve fascinant. Et je crois qu'il y a quelque chose aussi quelque chose d'un questionnement aussi, d'un refus en tout cas, d'être dans la position de l'auteur qui surplombe et qui assène quelque chose, encore une fois, de sûr. Le roman omniscient, c'est pas votre c'est pas mon truc. Alors là, on revient à la politique. D'ailleurs, voilà, le truc d'être dans cette position, on est là aujourd'hui avec vous, là, je trouve ça très embarrassant, en fait. Mais c'est très sympathique, mais l'idée d'être là et de vous faire croire que je sais plein de choses et que vous devez m'écouter parce que je suis tellement intéressante, c'est faux. Je suis désolée. Et donc, je suis très gênée par les auteurs qui endossent ça très normalement. Bon, ça, c'est mes lecteurs, je vais leur raconter un truc. Ben non. Le meilleur de moi, probablement, est là. En réalité, je ne peux même pas. Vous êtes beaucoup plus intelligente sur mes romans que moi, c'est très clair. Non, mais c'est comme ça, souvent. C'est-à-dire que, vous voyez ce que je veux dire, vous avez une vue de loin, et moi, je vous écoute, j'ai vraiment fait ça, quoi. Oui, et je ne sais pas comment. Donc, j'essaie de vous trouver des réponses. Mais en réalité, c'est horrible, parce que, voilà. Mais je trouve ça très intéressant, l'idée de l'examen, en fait. C'est-à-dire, moi je comprends mieux en effet l'idée qu'on ait cette narratrice qui se documente, qui écrit sur oui. ce dédoublement-là, je le comprends mieux en fait avec cette idée d'examiner en fait. Et puis Oui, et c'est vrai que mais je vais pas penser comme ça. C'est intéressant d'ailleurs. Je suis obligée de penser pourquoi tu as fait ça. Et je me dis voilà. Alors c'est marrant parce que là je travaille sur autre chose. Et il n'y a pas de personnage connu, il n'y a pas de figure médiatique. Il n'y a pas non plus de narration éclatée. Il y a un personnage central, donc je me dis, en vous écoutant, je me dis, tu as vieilli quand même, tu fais des romans, tu es en train de travailler sur quelque chose de très normal. Et ce qui me frappe, c'est que tout d'un coup, je réfléchis à ce que vous dites, et non, parce que je travaille sur un personnage qui est vu par 10 personnes. Donc je me dis, elle est quand même vue par 10 personnes, quoi. Donc, désolée. Alors, c'est vrai que, dans le dernier roman, vous avez poussé ça très loin, puisqu'on a non seulement les différentes figures de narratrices, mais on a aussi Patricia Hearst qui se dédouble en Mercy et Mary, donc c'est allé très loin. Oui. Et alors, je trouve aussi... mais juste, je fais une interruption, c'est-à-dire que ce qui va loin, c'est Patricia Hearst, c'est pas moi. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai pris connaissance de l'affaire, parce qu'en fait, je la connaissais très superficiellement, quand j'ai réalisé que je voulais s'en intéresser, c'est elle qui se dédouble en Tania. C'est-à-dire que quand même, c'est une jeune fille de 19 ans qui s'appelle Patricia, qui est une héritière, qui est très fade. C'est-à-dire qu'il présente une apparence très fade, on va la marier, elle ne s'intéresse à rien. Enfin, on sait qu'elle ne s'intéresse à rien, et son père n'a même pas prévu de rôle pour elle dans l'énorme entreprise Hearst. Et puis, au moment où elle est enlevée, où elle se convertit ou pas à la cause de ses ravisseurs, elle change de corps aussi, elle change de prénom,
elle change de vie, elle change d'idéologie. Donc le dédoublement, quand il passe déjà par le personnage principal. Comment vous faites pour rendre compte de quelqu'un qui est dont moi je pense finalement 2 ans après qu'il n'y a aucun moment où elle a été elle-même. Je ne pense pas qu'il y ait une vraie Patricia. Je ne pense pas du tout qu'elle a été vraie quand elle était Tania. Je pense qu'il n'y a aucun moment où elle était vraie. Et je pense que c'est terrifiant parce que c'est quelqu'un qui est tout le temps rhabillé par les autres. Tout le temps. C'est comme une sorte de figurine comme ça qu'on rhabille, que son père habille en petite fille parfaite, que les révolutionnaires habillent en révolutionnaire. Et voilà, c'est un peu terrible. Alors, une autre question que je me pose, c'est que dans votre premier roman, on est dans les années 2000, dans un milieu que vous semblez bien connaître. On ne sait pas s'il y a vraiment des éléments biographiques, mais il y a des échos, en fait, au sein de ces 3 romans. Et puis ensuite, vous faites un saut dans le passé, puisque vous vous intéressez à Nadia Comaneci, et puis vous vous intéressez à Patricia Hearst. Vous délaissez votre époque. Ça s'accompagne en fait d'un travail différent sur les documents aussi, puisque dans La Petite Communiste, vous inventez un échange de mails fictifs entre une Nadia Comaneci adulte et une narratrice qui fait des recherches sur elle. Et puis dans Merci Mary Patty, vous allez encore plus loin, puisque finalement nous avons dans le roman la transcription des enregistrements audio en fait, de Patricia Hearst. Donc on a en fait un document d'histoire en fait, sous les yeux qui entre en résonance avec les parties fictives du roman. Donc j'aurais envie de vous demander, est-ce que votre rapport au réel il a évolué au cours de ces romans, et est-ce que vous avez est-ce que vous avez la conscience finalement de manipuler l'histoire, de travailler avec cette matière? Voilà. En fait, pas totalement, parce que dans mon deuxième roman, De ça je me console, il y avait une partie historique, documentaire, je ne sais pas comment on l'appelle, dans le personnage du vieux monsieur dans le café, qui recense toutes les formes d'insurrection, etc. Il y a beaucoup de... Donc j'avais énormément cherché, mais c'est pas une personne, effectivement. Et dans Nous sommes les oiseaux, il y a le Haymarket à Chicago, qui est central, avec le procès des martyrs de Chicago, comme on dit, au XIXe siècle, mais qui n'est pas centrale. Mais donc, en fait, cette manière de travailler-là, elle existait déjà. Et s'il y a le dialogue, effectivement, dont vous parlez, fictif, dans La Petite Communiste, c'est que le personnage auquel je me suis intéressée, c'est l'enfant, c'est pas la femme d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un personnage fictif. C'est un personnage qui a été tellement raconté, qui a été tellement mise en fiction. Nadia Comaneci enfant, c'est quelqu'un qui est ultra raconté. Donc c'est quasiment déjà une fiction. C'est une fiction. Parce que quand on est si médiatique, on est forcément une fiction. Et pareil pour Patricia Hearst, elle est, à partir du moment où l'histoire est racontée, multi-racontée, pour moi, je ne la manipule pas. Je dirais même que je m'étais fixé des règles un peu éthiques autour de ces 2 affaires, qui étaient de m'en tenir exactement à ce que je trouvais d'être assez exact en termes de faits, de dates. Pour La Petite Communiste, j'avais les sources occidentales et les sources roumaines, donc ce qui était intéressant, c'est de voir à quel point elles différaient. Donc, ce qui est aussi dans le roman, c'est qu'elles n'ont souvent pas vraiment de rapport à part la date. Ça faisait partie du projet. Pour Patricia Hearst, de la même façon, il y a ce qu'en a dit la presse mainstream et l'impact qu'elle a eu sur les adolescents de l'époque était aussi évidemment totalement opposé et qu'il faut mêler. Et du coup, non, je ne pense pas de manipulation. Alors, quand je disais manipuler, je veux dire toucher l'histoire, oui, en fait. C'est-à-dire alors que dans les premiers romans, il me semble que le matériau
et le vôtre, en fait, ou celui de gens que vous connaissez, enfin, d'un univers qui vous est proche, finalement, on évolue vers un imaginaire qui est collectif. Oui. Puisque finalement, Nadia Comaneci, elle vous appartient en tant qu'elle nous appartient, puisqu'elle appartient en effet au monde médiatique. Et du coup, il y a quand même un élargissement dans votre travail. Quoi, oui. Et ça se traduit aussi formellement, puisqu'en fait, on a par exemple ces transcriptions audio, et on passe encore un pas dans le document, en fait. Oui. Je pense que c'est assez classique de commencer par un roman qui effectivement a des résonances un peu autobiographiques. Je pense que c'est assez classique. Après, sur le premier roman, ça m'a beaucoup troublée lors de la parution, puisque donc vous avez un petit peu dit de quoi ça parlait, une fièvre impossible à négocier. Au moment de la sortie, il y a eu une séparation entre les hommes et les femmes sur la manière dont on a parlé. C'est-à-dire que les hommes voyaient les Black Blocs, me parlaient des autonomes, des émeutes, tout ça, c'est très caricatural, et les femmes voyaient un roman sur le viol. Et donc, là aussi, il y a un dédoublement, si vous voulez, d'une certaine façon pour moi, c'est que d'un point de vue médiatique, parce qu'il a été très médiatisé, et que ça m'a pris un petit peu très frontalement, c'était mon premier roman, tout ce qui est sorti à l'époque, c'était « Ah mais c'est l'histoire des Black Blocs ». Et moi, je pensais avoir parlé du viol. Donc vous voyez, le malentendu était assez... Moi, je pensais vraiment avoir écrit quelque chose sur comment un corps peut ne pas utiliser de mots du tout, ne pas réussir à utiliser de mots. Landra, elle est, ni au début ni à la fin, il y a des mots qui sont posés, parce qu'elle est dans un état de sidération, elle fuit tout le temps. L'homme insoupçonnable, finalement, est toujours au même endroit. Il n'y a pas de happy end, vraiment. Et voilà, il y a eu une lecture très sociologique, en fait, pour moi. Alors, justement, et ça sera ma dernière question, alors je ne sais pas si c'est à vous qu'il faut l'adresser ou à vos personnages, mais j'aurais envie de vous demander si vous êtes toujours en colère. J'ai envie de dire, évidemment, oui. Enfin, oui, évidemment, je ne baigne pas dans une félicité comme ça. Ce qui a changé pour moi, c'était peut-être dans le premier roman une tendance à l'héroïsme. C'est-à-dire que le personnage de Landra, d'une certaine façon, est très héroïque. Elle sait tout faire, je veux dire, des choses, même d'un point de vue pratique, elle traverse quelques émeutes d'une manière incroyable, elle n'a pas vraiment peur, ou un petit peu. Et ce qui va commencer à m'intéresser au troisième roman, c'est l'inverse. Dans Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce, ce qui m'intéressait, c'était des femmes qui vont se retrouver dans la même situation émeutière, mais qui sont banales, qui ont peur, qui ne savent pas comment elles doivent faire, mais qui le font quand même. Donc, ce parcours-là, pour moi, il arrive jusqu'à Violaine, qui est la jeune fille, la jeune femme transparente, dont la seule chose qu'on voit, c'est sa maigreur, une anorexie qui parle pour elle, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement brutal, mais qui est silencieux aussi. Et pourtant, c'est le personnage le plus révolutionnaire du roman, d'une certaine façon, parce que c'est celle qui va vraiment modifier sa vie, alors que les autres, pas vraiment. Et que Violaine est la seule qui va tirer des enseignements de l'affaire de Patricia Hearst et qui va le mettre en pratique. C'est-à-dire que celle qui est politique, pour moi, c'est celle qui n'en a pas l'air. Contrairement au premier roman, celle qui est politique, c'est celle qui va donner des cours aux enfants dans son village et qui leur parle de réappropriation. Et donc, je crois que ce qui m'intéresse depuis un moment, c'est ce qui n'a l'air de rien, contrairement à l'héroïsme. Donc, c'est aussi les colères qui ne sont pas à feu et à sang, etc. Mais voilà, c'est ma réponse. Je vous remercie, Lola Lafont. On va maintenant écouter quelques textes lus par la compagnie des Guêpes Rouges. Et ensuite, nous vous laisserons la parole pour que vous puissiez poser vos questions. Bonsoir. Alors, c'est un petit parcours à travers trois figures dont on a parlé, Landra, Nadia et Tania.
entre corps individuel et corps collectif. Bon, c'est toujours impressionnant de lire devant les auteurs. On se dit que si on se trompe, ça va être une trahison en direct. Donc je commence par l'Andra dans Une fièvre impossible à négocier. Un des groupes s'est arrêté devant la vitrine d'un magasin Gap fermé. 3 d'entre eux regardaient tout autour, me bloquaient la vue du 4e. Un bruit sourd, puis un tremblement, ils se sont écartés vite. Comme un orage au ralenti, Gap s'est effondré. Enjambant les débris de vitrine, une silhouette au foulard noir remonté jusqu'aux yeux a sorti des tracts de son sac et les a balancés dans le magasin aux vêtements offerts, pendant que les alarmes se déclenchaient l'une après l'autre. Puis, il a rabattu sa capuche qui avait glissé juste le temps que je voie ses cheveux, et sans jeter un regard au pull de toutes les couleurs, il est sorti, en faisant attention de ne pas se blesser avec les débris de verre. Je n'avais pas le temps de trop penser ce que je voyais, cette succession de gestes méthodiques qui n'aboutissaient même pas à un pillage. Je ne comprenais pas, mais comme face à un miroir qui me scannerait de l'intérieur, j'ai reconnu ce que je n'avais pourtant jamais vu. Un autre petit groupe courait, une bombe de peinture à la main, vers une banque toute proche. J'entendais les conseils, les rappels de sécurité qu'ils se lançaient. Même éloignés les uns des autres, ils formaient, comme une chaîne, un bloc. Je les suivais, et mon cœur venait de se rappeler qu'il fallait se battre. Le capitalisme ne s'écroulera pas tout seul, aidons-le. Tant qu'il y aura de l'argent, il n'y en aura pas pour tout le monde. Ces phrases se balançaient taguées en rouge sur les vitrines brisées de la Société Générale. Puis, à un croisement, une des silhouettes a lancé « On trace ». Et presque simultanément, des hommes en civil ont surgi de nulle part, une matraque au poing, le flingue visible sous la veste de cuir. Je crois que je n'ai même pas eu le temps d'avoir peur. Les larmes me sont montées aux yeux, les lacrymos ont rempli l'espace, j'ai vu les ombres noires s'évanouir, des cris, la manif qui court en avant, j'ai dévalé une petite rue qui descendait vers le centre à bout de souffle. Sur le trottoir d'en face, 4 garçons et une fille, un sac dans le dos, les yeux explosés, sont entrés dans un café. Un des garçons en t-shirt blanc m'a jeté un regard, a tassé un sweatshirt noir à capuche dans son sac et m'a fait un sourire malin en me disant au revoir de la main. Ça m'est tombé dessus, comme la foudre. Je n'ai pas osé ni su leur demander où, quand et comment on pourrait se revoir. C'est dur de draguer un groupe d'extrême gauche. On continue avec Nadia. Dans un extrait qui est présenté comme un intermède. Décembre 1989, Vienne, ambassade des États-Unis. C'était dingue, inimaginable. On savait qu'elle s'était enfuie depuis quelques jours, elle était portée disparue. Elle entre dans l'ambassade, enfin, une jeune femme entre en jean, les cheveux courts, j'ai d'abord pensé que c'était un jeune homme. J'étais à l'accueil, elle s'est avancée. Je n'oublierai jamais. Franchement, j'ai des frissons rien que de vous le raconter. Je l'admirais tellement, ma fille l'adorait. Elle jouait à Nadia dans le jardin après les JO de Montréal. Elle fait « Je suis Nadia C. Je veux l'asile politique ». 24 janvier 1990, Los Angeles, Beverly Hills Hotel. Gros plan sur ses jambes en collant noir brillant. Les talons de ses escarpins ordinaires sont abîmés. Nadia joue au piano quelques notes de la lettre à Élise. Un trait tremblotant d'eyeliner cerne ses yeux, le rouge à lèvres rose fuchsia déborde de sa lèvre supérieure. Elle aurait aimé être là pour tuer elle-même Ceausescu, fait-elle soudainement. Elle mime grossièrement un revolver de ses doigts aux ongles nacrés, shoot bang bang, les sourcils froncés. Le journaliste lui fait signe de le rejoindre sur ce grand lit d'hôtel. Il glisse une cassette vidéo dans le magnétoscope, elle frissonne, se tient assise très droite, hypnotisée par elle-même à Montréal. Cette petite fille blême qui, à l'écran, pépit devant des adultes émerveillés. Je suis Nadia. Et pour finir avec Tania dans Merci Mary Patty. On l'a, nous aussi,
le choix de se dévouer entièrement dans un intense désir d'apprendre, conclut Violaine dans son journal à la veille de son anniversaire, elle va avoir 19 ans. Au centre de la page, elle a collé une reproduction de la photo de Tanya Hurst, un polaroid qui fait le tour du monde. Y a-t-il quelqu'un derrière cette image? Quelqu'un à qui Tanya adresse de mes sourires figés? Quelqu'un qui lui aurait enseigné cette posture de flingueuse, jambes écartées sur le qui-vive, prête? Quelqu'un qui a positionné ses doigts un par un, ça s'apprend, tout s'apprend. Main droite sur la crosse, un doigt sur la détente, la main gauche ramassée au devant du chargeur. Quelqu'un lui aurait offert cette bague qui orne le majeur. Quelqu'un qui détache les premiers boutons de la chemise militaire kaki mal repassée, laisse voir un peu de peau, on n'est pas chez les nonnes. Quelqu'un qui, depuis le premier jour de l'enlèvement, organise ses heures, fixe le nombre de pompes à effectuer chaque matin, des squats pour fortifier les cuisses et des crunchs souverains pour les obliques. Ça s'apprend, un corps rapide. Quelqu'un qui prête des livres, en conseille des passages et souligne des mots, les explique. Ça s'apprend, tout s'apprend et se désapprend. Quelqu'un ou alors personne. Personne pour ordonner, personne pour décider à sa place. Ça serait Tanya qui aurait choisi ce tissu rouge. Elle l'aurait fixé elle-même au mur devant lequel elle se tient, masquant en partie les 7 têtes du cobra, le drapeau de la SLA. Elle aurait testé plusieurs poses. Elle s'y serait reprise à plusieurs fois avant d'autoriser le ou la photographe à faire le cliché, avancer le pied gauche, répartir le poids entre les deux jambes, cuisses légèrement ouvertes, abducteurs tendus, ventre serré à bloc contre lequel calait la crosse, qu'on ait la sensation qu'elle pourrait bien bondir hors du cadre. On ne peut pas vous accuser d'avoir eu une quelconque fascination pour cette image iconique qui, vous le rappelez, dans Mercy Mary Patty, devient aussitôt un poster vendu à des milliers d'exemplaires, reproduit sur des t-shirts Fruit of the Loom, best-seller de l'année 1976. Vous la qualifiez d'image pop de la mort. Tanya, un cliché sexy de la lutte au pouvoir de séduction facile, que le capitalisme américain récupère à son avantage. Lors de l'élection de Miss Univers 1975 à San Salvador, Miss USA choisira de se déguiser en Tanya, treillis et talons hauts. Super, merci. Alors je crois qu'un micro va se promener pour vous permettre de poser vos questions à Lola Lafont. Bonsoir. Moi, c'est plutôt une interrogation. Alors, je termine toujours vos romans avec beaucoup d'entrain et quelque chose qui s'apparente aussi peut-être un peu de la colère. Donc, c'est un moment assez exaltant d'interrogation, également aussi un peu historique. Ça m'amène souvent à faire aussi un peu de recherche, à aller chercher des vidéos aussi des différents personnages, enfin, à trouver des sources un peu originales. Et puis, quelques temps après, je m'interroge quand même sur la portée politique. Et par exemple, par rapport à votre dernier livre, finalement, je me dis que Patty, si on s'interroge sur ce qu'elle est devenue, c'est pas terrible, quoi. Enfin, l'incursion révolutionnaire a vite été ramenée à une vie, j'ai cru comprendre, bourgeoise. Enfin, elle a à nouveau été... c'est un petit peu éteinte à nouveau. Jane, elle est un peu appréciée dans l'université, mais quand même on sent que la relation avec ses étudiantes est pas forcément toujours très juste et qu'elle est quand même un petit peu mise à mal dans ce milieu universitaire. Violaine, dont vous nous dites, elle fait des petites choses et c'est là qu'est la solution, sauf que les parents réagissent, elle ne peut pas trop s'occuper d'autres enfants. Elle est un peu en dehors de son village aussi, elle est un peu isolée aussi. Et la narratrice,
elle se retrouve quand même finalement aérée intellectuellement pendant plusieurs années et à se retrouver sur les bancs d'une faculté à 40 ans dans une position un petit peu d'enfance, puisque le cours, vous terminez en disant que le cours est interdit aux adultes. Donc, voilà, donc moi je m'interrogeais sur l'optimisme derrière tout ça, enfin, quand on va du côté de l'interrogation et de la recherche d'une vérité psychologique des personnages, d'une envie de révolution, qu'est-ce qui reste à part se retrouver en marge finalement de la société? C'est très vaste comme question parce que je ne sais pas par quel bout la prendre, parce qu'il y a beaucoup de choses. Si je résume, parce que là il y a eu à la fois les personnages du roman dont vous avez parlé et la vraie Patricia, donc ça c'est des choses, je ne décide pas de la vie de Patricia. Une question sur l'optimisme politique en fait et sur l'optimisme du roman, c'est des choses très très différentes. Ayant été élevée en Roumanie, je m'oppose fermement au roman triomphant et optimiste. Je crois que je suis traumatisée à vie par ce genre de truc. Donc ça ne me gêne pas qu'un roman ne soit pas un programme d'optimisme. C'est pas le. Enfin, moi j'adore Anna Karénine, alors vous imaginez que mon optimisme. Mais vous avez raison, moi je ne le vois pas complètement comme vous, mais effectivement, alors moi je pense que la narratrice c'est plutôt super de se retrouver sur les bancs de l'université tardivement, parce que justement, voilà, elle est vraiment, elle met un temps fou à trouver ce qu'elle doit faire, ce qu'elle veut faire. Moi je trouve ça plutôt optimiste. Oui, ça se passe aux États-Unis à la fin, et la figure de l'universitaire américaine Jean Neveva, elle est effectivement très tricarde, mais oui, ça se passe aux États-Unis, et aujourd'hui, si vous êtes une gauchiste de 70 ans dans l'Amérique de Trump, ça ne doit pas être très facile. Donc, voilà. Je ne sais pas comment vous répondre, en fait. Je n'ai pas de programme, je n'écris. Donc. Mais oui, après, c'est pas une grande surprise, enfin, vous le dites vous-même, c'est que avoir des idées minoritaires ne conduit pas forcément. Effectivement, c'est être en marge, c'est sûr. Si on considère que d'une manière réaliste, je suis même pas sûre qu'il faille mettre un roman dans un monde réaliste, mais oui, effectivement, ce sont des personnages qui ont des routes un peu solitaires, ce sont des femmes dans ces Maripati qui, le fait de vouloir prendre une petite route, comme il est dit au début, c'est un programme. La rocaille, c'est pas l'autoroute, si je peux me permettre. Donc moi, ça ne me surprend pas, mais après, je ne sais pas si je vous ai répondu. L'idée, c'était pas forcément d'être de lire un roman positif et qu'elles accèdent à une majorité non plus, mais elles essaiment peu finalement. Enfin, elles essaiment dans le temps, puisqu'on voit bien la continuité, voilà. mais ça reste des parcours très individuels. Oui. Ouais. Et peut-être c'est très important. Moi, je crois que c'est très important. C'est un roman sur l'amitié, sur la valeur de l'amitié entre des femmes. C'est-à-dire que c'est un roman de transmission, parce que une histoire qui n'arrête pas de se transmettre. La façon dont l'affaire Hearst interroge des femmes de 17 ans à 70, puisqu'à la fin, Jean Neveva est plutôt proche de 70 ans, et c'est la façon dont elle va changer quand même des choses à chaque fois. Et effectivement, mais pour moi, s'il n'y a pas de changement individuel, il n'y a pas de changement collectif. Donc voilà, ouais, je trouve très important. Merci d'abord pour cette discussion qui n'était pas du tout surplombante, mais qui permet d'entrer peut-être autrement aussi dans vos textes. Vous avez évoqué la danse à un moment.
est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur... et vous avez évoqué la question de la place et de la perspective qui était commune à la danse et finalement à votre écriture. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ces points d'accroche entre la danse et votre écriture et peut-être aussi votre propre pratique de danseuse du coup? C'est quelque chose dont j'ai parlé avec les... Vous savez, j'ai vu les élèves d'un lycée et effectivement, comme la danse, c'est vraiment mon éducation. Maintenant, avec le recul, je vois un rapport évident entre la pratique de la danse à un niveau qui vous permet de vraiment, c'est-à-dire de s'y confronter vraiment beaucoup, et la pratique de l'écriture dans ce que ça a de pari complètement fou, et c'est-à-dire que la recherche d'un mouvement, d'une ligne, d'un mouvement parfait qui est impossible à obtenir, c'est très proche de l'écriture, c'est la recherche d'un mouvement, hein, c'est pas le mot, la phrase qui ne bouge pas. La solitude face à soi-même qui n'est pas narcissique, parce que souvent les gens ont l'impression, pour parler de danse, que parce que ça se pratique face à un miroir, c'est l'inverse de narcissique. C'est-à-dire que c'est cruellement factuel. Le miroir est là pour que vous ne puissiez pas vous mentir. Donc il n'y a pas assez de narcissisme dans la danse en fait. C'est-à-dire que c'est terrible. C'est que vous-même, vous n'êtes que ça. Moi j'ai eu l'impression, quand j'ai arrêté la danse professionnellement, je me suis très clairement dit qu'après ça, il n'y aurait plus rien qui me paraîtrait difficile. Tellement je pense que c'est très très dur. Hein. Bon, c'était faux, hein. L'écriture c'est très très difficile. Mais quand même, c'est-à-dire qu'il y a une éducation à la douleur c'est pour ça que quand vous avez parlé des douleurs tout à l'heure, je pense que la danse, sans doute comme le sport, à un haut niveau, mais biaise totalement le rapport à la douleur. C'est-à-dire que ça fait partie du quotidien, c'est pas un problème, c'est là, et c'est comme ça. J'ai la chance d'être un peu proche d'une danseuse admirable qui est Sylvie Guilhem, pour celles qui la connaissent, et qui me disait que, en fait, la question c'est à quel point on a mal chaque matin. On se réveille, on ne sait pas, est-ce que j'ai mal? C'est à quel point, voilà, donc le rapport avec l'écriture, il y a aussi finalement, que ça soit la danse ou que ça soit construire une narration, un roman, c'est être devant un espace et la façon dont on va le traverser. J'insiste un peu là-dessus parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que si la danse n'était que faire des mouvements, ce serait ridicule. Ce qui est magnifique dans certains ballets que vous voyez ou certaines œuvres contemporaines, n'importe quoi, c'est la façon dont les corps se croisent, c'est à quel endroit ils se croisent, et donc ça c'est vraiment le roman pour moi, c'est aussi que quelque chose qui m'est très cher dans la danse, d'un prof que j'ai eu et qui m'a marqué, c'est que, je vais me lever, je vais le faire, en fait, la danse n'est pas un mouvement statique, c'est pas une suite de positions, c'est-à-dire de la même façon, un roman n'est pas, pour moi, une suite de belles phrases. J'ai vraiment un problème quand on dit « Ah, il écrit très bien » ou « Elle écrit très bien ». Et même tout le monde écrit très bien. C'est pas le problème, en fait. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un rythme, il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge là-dedans. Et la danse, me disait ce prof qui était vraiment pour moi fondateur, ce qui compte, c'est d'où on part et où on va. C'est-à-dire, c'est pas la chose comme ça, pof, figée, comme une statue. C'est le cheminement entre le départ et l'arrivée. C'est-à-dire, c'est vivant, c'est vivant. Et le mot est vivant, la phrase est vivante. Voilà, donc je ne sais pas si je vous réponds, mais il y a un vrai rapport pour moi.
on n'hésite pas à vous demander des choses difficiles. Vous venez de nous dire j'ai envie de me lever et de vous le faire. En fait, quand même, j'insiste juste sur une petite anecdote. Quand on a fait le premier festival consacré à la musique, Jacques Reda était venu de manière assez ludique d'ailleurs, puisqu'il avait remplacé l'entretien par une écoute assez longue qui avait déçu certains, pas moi, de morceaux de jazz. Évidemment, on connaît son histoire avec le jazz qui l'affectait particulièrement. Et il avait fini cette écoute de morceaux comme ça, à peine commentés, en se levant et en montrant ce qu'était son poème par rapport à ça, quel était le boitement en fait qui venait s'articuler à cette musique de jazz. Et moi j'aurais envie de voir précisément quel est ce mouvement-là que vous vouliez vous lever, nous montrer et qui se serait articulé à votre écriture. Non mais vous imaginez, je vais pas me... Oh, non mais c'est compliqué ce que vous me demandez parce que ça me fait penser, vous savez quand vous êtes dans une famille un peu... en tout cas, moi je viens d'une famille, il y a beaucoup de Russes et tout ça, donc ils sont tous un peu dingos à la fin des repas. Il y a toujours quelqu'un qui va vous dire mais si, chante cette chanson. Et vous êtes là, non mais non. Moi j'ai une famille serbe, donc c'est pour ça que je vous le demande. Voilà, c'est un peu le même genre. Hein, voilà, je peux tout à fait voir. Mais je ne peux pas me lever et vous faire quelque chose parce que ça n'aurait aucun intérêt là. Ce qui est intéressant, c'est que vous le fassiez, c'est-à-dire. Vous avez vu là, ça serait très très décevant, je pense. Non, comme l'écriture d'ailleurs, si j'écris à votre place, ça serait aussi. Parce que c'est un peu une manière de vous renvoyer le truc, mais c'est parce que justement, moi je pourrais vous montrer là, je pourrais vous montrer comment vous pourrez, enfin, évidemment, vous n'aurez pas l'air d'une danseuse étoile tout de suite là, mais comment quand même un geste est important, comment vous pouvez faire comme si quand même vous compreniez ce que c'est de danser, c'est-à-dire il faut que ça s'applique à vous ce que j'explique parce que ça, sinon vous ne pouvez pas l'utiliser. Je suis prête à vous suivre alors après. Avoir un cours de danse. Oh oui, oui. Mais vous savez, c'est très bizarre les rencontres littéraires parce qu'il peut arriver toutes sortes de trucs. Vraiment, c'est-à-dire qu'il y a, quand Merci Marie est partie est sortie, je fais beaucoup de rencontres et donc c'était à Toulouse, ça m'a vraiment marqué. Une personne s'est un peu énervée contre moi et le sujet de l'énervement, mais vraiment, hein, c'était vert. Cette personne m'a accusé que les gens ne couchent pas ensemble dans les romans. Ah, vous voyez, vraiment, c'était dur, quoi. Oui, mais en fait, ils ne couchent pas vraiment ensemble. Je dis, ah non, bah, oui. Je sais pas. Voilà, ça a duré un quart d'heure. Bonsoir. Bonsoir. Quelle place situez-vous l'écriture, c'est le chant, c'est le rythme, la tension entre les mots. Quel rapport situez-vous dans ce cadre-là entre le sport, le corps et l'exercice de l'écriture? Le chant, la tension entre les mots, le rythme, le souffle. J'ai l'impression d'avoir vraiment déjà répondu, sauf votre respect. J'ai vraiment l'impression que je vais me paraphraser. C'est-à-dire, je ne vais pas parler de sport, enfin si la danse, très concrètement, est quand même aussi un sport, même si on n'aime pas le dire, mais j'ai vraiment l'impression que je viens de répondre en fait. Ou alors vraiment je ne comprends pas. C'est-à-dire que souvent on dit que ça, le propre du chant, de la tension entre les mots, c'est ce qui caractérise à proprement la poésie. Oui. La poésie qui part souvent de l'image, de la représentation des mots. L'écriture s'empare plus du réel. Dans un autre sens, quelle différence feriez-vous entre une écriture qui serait propre à une écriture poétique et l'écriture de type romanesque? Ah, c'est une autre question, si je comprends bien. J'en sais pas. Enfin, je sais pas si j'arrive à tracer une frontière comme ça qui dirait là, ça c'est poétique et puis là ça devient romanesque.
je sais pas. Déjà, ça me pose toujours un problème quand on dit à ce moment-là, dans le roman, c'est plutôt poétique. Vous imaginez tout de suite le pire, quoi, avec une description de clairière et je sais pas. En fait, pour moi, j'arrive pas à séparer les choses. Ou alors très formellement, on va dire voilà, ça c'est un poème parce que ça c'est un roman parce qu'il fait 300 pages et je suis pas sûre de savoir vous répondre. Désolée. D'accord, mais c'est possible. Merci. Non, je vous en prie. Alors, s'il n'y a plus de questions, on vous invite à retrouver Lola Lafont au rez-de-chaussée pour une dédicace si vous le souhaitez. C'est la librairie nomade Les Raconteurs d'Histoire qui prend en charge le côté librairie. Et donc, vous pouvez retrouver Lola Lafont et Christophe Fourvet, voilà, pour des dédicaces.